tous, merci d'être venus ce matin pour venir écouter deux magnifiques projets. Alors, moi je m'appelle Nicolas Bessec. C'est l'embougie. Voilà. Donc tous les trois, on va vous présenter en fait le projet des villages flottants, qui est un projet qui a été imaginé depuis un moment et qui, grâce au travail de deux jeunes designers encore étudiants, donc Ceylan et Reggie, aujourd'hui, dans le cadre de la French Design Week, on va vous présenter en fait la démarche de design en fait du projet. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que la philosophie en fait des villages flottants, et puis on va enchaîner sur le travail de Ceylan et de Reggie, qui vont surtout être les deux intervenants de la matinée. Oui. Donc, je voulais vous présenter cette petite boule bleue. Cette petite boule bleue, elle représente en fait notre planète, notre maison à tous, sur laquelle on vit en ce moment. Et en fait, cette petite boule bleue a la particularité d'être couverte à 70% de l'eau de l'océan. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on peine à en prendre conscience, parce que finalement, on vit sur le plancher des vaches, on vit sur la terre ferme, mais les marins le savent bien, on vit vraiment sur un océan, avec un archipel de continents qui représente à peu près 30% de sa surface. Donc en fait, la philosophie de ce projet, Village Flottant, c'est essayer de revenir à une interrogation et de se dire finalement, on sait tous qu'on a quelque chose à réinventer dans notre relation à la nature, dans notre rapport à cette planète. Finalement, comme c'est une planète océan, est-ce que si jamais on vivait un peu plus en harmonie avec l'océan, peut-être qu'on trouverait des solutions, ou en tout cas une manière d'être qui serait plus en accord avec cette planète et à tous les enjeux qui se présentent à nous. Moi je suis marin, j'ai grandi à Saint-Malo, et en fait quand je pars sur mon bateau plusieurs jours, je me rends compte que ma manière de vivre à bord de mon bateau et la manière de vivre à bord de mon appartement ou de ma maison n'a rien à voir. On a un rapport direct à la nature, aux éléments, on est obligé de composer avec, on est obligé de faire avec. Et c'est vrai que quand on est au chaud, dans le confort de nos maisons, de nos appartements ou en ville, eh bien, on a un peu perdu ce lien avec la météo, avec la nature. Et je vais vous raconter une anecdote qui est un peu la prise de conscience qui m'a dit go, fais ce projet. Je suis parti 3 semaines en bateau, j'ai fait une belle croisière, je suis allé sur la côte sud-anglaise, donc juste en face de Saint-Malo. Et le soir même où je suis rentré chez moi, vraiment 20 minutes après avoir mis mon bateau au port, etc., je suis rentré chez moi. Et là, j'ai fait couler une bonne douche chaude. Je me dis, c'est génial, je vais me prendre une petite douche. Et en fait, j'ai laissé couler la douche un peu longtemps, le temps que l'eau chauffe. Et je me suis dit, en rentrant dans la douche, mais en fait, c'est un peu débile. Il y a 20 minutes, j'étais sur mon bateau, je faisais une attention totale à toutes mes ressources, à mon eau, à mon énergie, mon électricité, ma nourriture, etc. Et je rentre chez moi, je branche mon téléphone sur la prise de courant où j'ai du courant illimité, je fais couler beaucoup d'eau, ce que je n'aurais jamais pu faire et me permis de faire sur mon bateau. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, je suis le même bonhomme, j'ai pas fondamentalement changé en 20 minutes, et pourtant, plongé dans un environnement complètement différent, mon comportement personnel change radicalement. Je ne fais plus attention aux ressources, je me comporte vraiment totalement différemment. Donc vraiment, l'idée et l'essence des villages flottants, c'est ça, c'est d'essayer d'inventer des lieux qui permettent de vivre un autre mode de vie, un mode de vie qu'on vit à bord de bateaux, mais qui permet aussi de réinventer l'habitat, de réinventer notre rapport à comment habiter cette planète. Donc vraiment, l'essence du projet, il est là. C'est un projet qui va aller étudier et expérimenter des nouveaux modes de vie à bord de villages flottants, mais le village flottant n'est que l'outil de l'expérimentation. La finalité, c'est bien de réinventer nos modes de vie et notre rapport à la nature et à cette planète. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo rapide, et après on va passer à la présentation de Ceylan et Reggie. Je m'appelle Nicolas Bessec. Je suis marin et entrepreneur. Nous vivons sur une planète bleue composée à 70% d'océans. Nous pensons que les principes de vie en mer permettront à l'humanité de vivre en harmonie. Vivre en mer rien,
est le mode de vie que nous proposons d'expérimenter. Pour cela, nous réalisons des villages flottants, qui sont des archipels d'initiatives. Ce mode de vie est basé sur 10 principes. Notre équipe rassemble des personnes de grand cœur, prêtes à relever le défi. Vous aussi, vous voulez avoir un impact réel sur nos modes de vie? Alors, rejoignez notre aventure. Alors du coup, pour nos recherches, on a décidé de partir de l'habitant, de ses besoins et de ce qui lui fait envie. En fait, on a défini son mode de vie. Et à partir de ça, on a voulu lui créer un habitat qui serait sur mesure par rapport à ses besoins. Et donc après, on a essayé de mettre l'habitat, comment est-ce qu'il va fonctionner avec le reste du village. Donc, qu'est-ce qui définit le Mérien? En fait, il y a une volonté du Mérien d'être proche de la nature, d'avoir plus conscience en fait, de son impact sur elle, mais aussi d'être dans une société qui est plus à taille humaine, qui est plus communautaire, et d'avoir un mode de vie plus simple et plus équilibré aussi. Donc, moi en fait, je vais vous parler un petit peu de biomimétisme. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand le design s'inspire de la nature pour améliorer en fait, nos innovations. On part du postulat que la nature était là bien avant nous et qu'elle a développé des techniques que nous ne connaissons pas encore. Et donc en fait on étudie justement pour pouvoir améliorer nos objets, nos modes de vie, tout ça. Donc moi je me suis intéressée à la flottabilité en fait, du village. Donc on s'est intéressé particulièrement aux planctons parce que ce sont les organismes vivants qui vivent à la surface en fait, des océans. Donc vous allez voir, il y a aussi d'autres organismes qu'on a étudiés pour avoir la flottabilité. Donc là, c'est le cachalot. Alors lui, en fait, il a une poche au niveau de sa tête qui est remplie d'un liquide. Et en fait, lorsqu'il est plutôt proche de la surface, c'est liquide et donc du coup, ça lui permet de flotter plus facilement. Et lorsqu'il a envie de descendre dans les profondeurs, pour gagner en énergie, on va dire, avec la température, ça va se transformer en cire solide, en fait, et ça va lui permettre de couler et de plonger plus facilement. Donc ça, c'est la plupart des poissons qui ont ce qu'on appelle une vessie natatoire. Donc c'est une poche qui est remplie d'air et qui, pareil, leur permet de nager. Et un peu comme le cachalot, quand ils vont descendre, la pression va faire que ça va presser sur la vessie natatoire. Et du coup, ça va faire sortir l'air et ils vont pouvoir couler aussi plus facilement. Donc bon, ça fait pas partie du plancton non plus, mais c'est une araignée d'eau. Donc du coup, vous en voyez souvent au niveau des lacs. Elles ont des petits poils qui leur permettent de créer une tension à la surface et qui leur permet de rester au-dessus et de se déplacer rapidement aussi. Donc ça, c'est le dragon bleu. Un petit peu comme l'araignée d'eau avant, il utilise la tension de la surface, mais plutôt avec ces espèces de nageoires qui lui permettent de se stabiliser aussi. La galère portugaise, alors c'est pas tout à fait un animal, mais c'est plutôt un super organisme avec plein d'animaux dedans. En fait, c'est des micro-organismes qui forment cet animal-là. Et en fait, elle crée une seule grosse poche avec un gaz dedans qui est assez léger et qui du coup lui permet de flotter tout le temps. Et là, en fait, c'est un petit peu le même système, sauf qu'au lieu d'avoir une seule grande poche, on a plusieurs compartiments. Donc au niveau de la vélène, par exemple, il y a des petits cercles au niveau de la base et au niveau de la voile, en quelque sorte.
Et donc du coup, ça lui sert de bouée en fait. Et là, en haut, c'est un escargot violet, et en fait, il crée un radeau de bulles avec son mucus. Donc du coup, s'il y a une bulle qui est percée, bah, il continue de flotter et il peut recréer facilement une bulle et la recoller en fait. Et c'est un escargot, en fait, s'il n'a pas son radeau, il coule et il meurt, donc c'est super important pour lui de rester tout le temps à la surface. Et donc du coup, il a ce mode de vie qui est assez résilient pour pouvoir continuer de flotter en permanence en fait. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de toutes les techniques qu'on a pu voir. Et donc nous, ce qui nous a intéressé le plus, c'était par rapport à l'escargot et la vélèle. Donc on a voulu créer une plateforme qui imiterait un petit peu ce comportement-là. Donc en gros, ça c'est l'intérieur de la plateforme que vous voyez, et ça fait un voroneuil. Alors qu'est-ce que c'est un voroneuil? C'est par exemple quand vous voyez des bulles de savon qui sont agglutinées ensemble, ça fait un voroneuil en fait. Donc l'intérêt d'avoir ça, c'est d'avoir des cellules qui sont assez grandes et vides, et donc qui vont vous permettre de flotter, mais aussi d'avoir toute une structure qui utilise le moins de matière possible. Donc on a un maximum de volume d'air avec le moins de matériaux possible. Voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des grandes cellules, et à l'extérieur, en fait, il y a plein de petites cellules aussi. Et en fait, c'est pour créer une protection supplémentaire, c'est-à-dire que s'il y a un trou qui est fait dans la coque, il y a peut-être une petite cellule qui va se remplir, mais tout le truc ne va pas couler. Parce que c'est un problème qu'on a avec des plateformes, par exemple, où il y a une seule grande bulle d'air. S'il y a un trou qui se perce, ben, en fait, ça coule. Et c'est aussi une manière pour nous de remplacer le polystyrène qu'on peut mettre à l'intérieur pour que ça flotte. Donc ça serait plus écologique de faire de cette façon-là. Après, ça reste quand même une démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de matériau idéal pour faire cette plateforme. Mais on se dit que peut-être que dans un futur plutôt proche, on pourrait trouver un matériau qui nous permettrait de la faire, en fait. Voilà. Donc, on va passer à l'habitat, qui a été fait par rapport aux besoins du Mérien. Donc cette phrase, en fait, c'est par rapport au fait qu'on a trouvé une recherche sur la maison aux États-Unis. Et ils ont découvert, par exemple, qu'on n'utilisait qu'à peu près 30 à 40% de notre maison. Ce qui fait qu'en fait, on a un volume énorme qu'on n'utilise pas tellement. Et donc, du coup, nous, on a envie justement de recentrer autour de l'être humain et qu'il ait une maison à taille humaine, tout simplement. Donc, là, c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Donc au niveau de thermique, on essaie d'utiliser le soleil au maximum, parce que tout simplement c'est une énergie renouvelable et qui va durer longtemps encore, j'espère. Donc au niveau de l'isolation thermique, on va mettre un isolant naturel dans les murs, par exemple, comme du chanvre, du coton, tout ça. Sur le toit, on va mettre un toit végétal qui en fait va avoir plusieurs fonctions, déjà d'être un excellent isolant avec la terre, mais aussi qui va pouvoir attirer, par exemple, d'autres espèces, des oiseaux ou des choses comme ça, pour créer une cohabitation, en fait, pour réinviter la biodiversité dans notre village. Il va y avoir aussi, on essaie de créer un flux d'air, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on a une trappe en haut, donc l'air chaud va monter et va sortir par cette trappe. Et on va avoir une trappe aussi en bas qui sera plus au niveau de l'eau, donc l'eau qui sera sous la maison sera sans doute plus fraîche. Donc du coup, ça va créer en fait un courant d'air avec l'air qui va monter sous la trappe jusqu'au niveau du toit. Et donc le courant d'air va permettre d'avoir une température stable. Pour ça, on s'est inspiré en fait d'une technique qui a été inventée par l'architecte Meg Pierce, qui lui-même s'est inspiré des termitières, et donc qui arrive à créer une température stable sans utiliser de climatisation ou de chauffage. Ensuite, bien sûr, on va avoir des panneaux solaires pour générer de l'électricité dans l'habitation, mais aussi un poêle à bois qui va nous servir un peu à chauffer la maison, mais aussi par exemple à faire de la cuisine, parce qu'on peut mettre une plaque et préparer à manger dessus.
Ensuite, l'eau, c'est un peu le plus gros défi qu'on peut avoir dans l'habitation. Parce que c'est compliqué de récupérer et d'avoir de l'eau potable de manière complètement autonome. Mais en gros, l'idée, c'est que quand il va pleuvoir sur le toit, ça va être récupéré dans une gouttière qui va passer déjà un premier filtre qui va enlever s'il y a des feuilles ou des grands morceaux, des choses comme ça, qui va ensuite passer sous la maison, dans lequel il y aurait un autre filtre, mais fait plus avec du sable, pour reminéraliser l'eau, parce que l'eau de pluie est un petit peu trop acide pour être bu juste comme ça. Et ensuite, on utiliserait une pompe pour qu'elle monte dans l'habitation et qu'elle passe un dernier filtre. Et là, en fait, on aurait un volume d'eau qu'on pourrait voir. Comme ça, on serait au courant à tout temps de notre consommation en eau, de ce qui nous reste. Et ça va nous permettre de mieux gérer en fait, nos ressources. Donc ça nous servirait pour la douche, pour la cuisine. Mais pas pour les toilettes, parce qu'on a décidé de faire des toilettes sèches, vu que en fait, chaque chasse d'eau dépense plusieurs litres à chaque fois d'eau douce. Quand on est sur l'eau, on ne peut pas se permettre de perdre ça en fait. Voilà. Alors au niveau de la conservation des éléments, parce qu'un frigo, malheureusement, ça consomme beaucoup aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément, qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on n'a pas besoin vraiment de mettre dans un frigo, qu'on peut mettre à l'extérieur et qu'on peut manger frais. Donc la plupart des légumes, c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre dans une cagette qui est sèche et à la lumière. Mais on a aussi quelque chose qui va être plus sombre, par exemple pour des oignons ou des pommes de terre, tout ça. Et tout ce qui est un peu délicat, qui tourne rapidement et où il faut faire attention, on va dire. En fait, on va créer un garde-manger qui sera sous la maison, donc au niveau de l'eau, donc qui sera plutôt sombre et humide, comme un frigo en fait. Et bien sûr, éventuellement, on pourra mettre un petit frigo en basse consommation qui pourra nous servir pendant l'été, par exemple, s'il fait vraiment trop chaud. Et donc voici donc la première image. Je vais vous présenter donc, notre travail sur le design de la maison. Donc, en A. Donc, pourquoi avons-nous choisi cette forme? Donc, tout simplement parce que les maisons en A en fait, allient en fait, une ingéniosité technique qui va nous permettre de en fait, construire la maison avec le minimum de matériaux mais avec un maximum de capacité technique ou de résistance. Et donc, je peux avancer. Et donc, à l'entrée, vous pouvez voir que, comme ma collègue Célan vous a parlé à l'instant, par rapport à ces gouttières-là, nous avons décidé, donc, par rapport à ces mouvements, on ne peut pas les placer en fait, au niveau du toit. Oui, on a placé les gouttières donc, à l'entrée, sur tout le pourtour de la maison, là, on voit. afin de pouvoir récupérer cette eau qu'on va pouvoir utiliser avec les pompes. Donc, je vais vous faire la visite guidée de la maison, avec sur votre droite. Nous avons décidé de choisir des matériaux donc assez recyclables, donc, comme par exemple, pour rappeler la vie des pêcheurs, nous avons, par exemple, pourquoi pas utiliser des filets de pêche qu'on pourra réutiliser afin de pouvoir accrocher, par exemple, de considérer comme une patère. En fait. Donc, on peut accrocher des vêtements, tout ce qui peut être accroché avec des crochets. Oui. Alors. Ce qui peut être, donc, être accroché avec des crochets, sans beaucoup dire. Et donc, sur votre droite, toujours, vous pouvez voir qu'avec toujours des matériaux de récupération, donc dans cette idée-là, dans cette idée d'écologie, pourquoi pas récupérer des planches de bois pour pouvoir construire en fait, sur mesure donc des pièces qui pourront être, des meubles qui pourront être utilisés pour pouvoir ranger, donc, par exemple là, les chaussures. Donc, on va continuer un peu plus dans la maison. On en arrive donc au séjour, avec le séjour donc, toujours dans la même idée de réutiliser des matériaux et des objets et des encombrants qu'on peut retrouver dans la rue, par exemple. Et on peut construire donc, des meubles en bois, toujours, donc la table à manger. Ici, la table à manger, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes, donc, à condition que les conditions sanitaires nous le permettent. Bien sûr, vous pouvez retrouver au fond de la pièce le poêle de masse, donc, qui est sur votre gauche, et qui nous permet donc de cuire, donc mettre le bois et de faire cuire tous les aliments et de faire réchauffer en même temps avec donc, toute l'isolation thermique, faire chauffer toute la maison.
Au fond, nous avons la cuisine, donc toujours dans la même idée de récupération. Par exemple, ici, pour le vasque, nous avons récupéré, par exemple, une vieille casserole. Voilà, c'est des petites techniques qu'on a pu observer, notamment grâce à Nicolas, sur des chantiers participatifs. Ici, vous pouvez voir que sous l'évier, notamment, nous avons créé des rangements. Et à ce niveau, je ne sais pas si on voit très bien, mais en fait, il y a une petite trappe et c'est là où se trouve le frigo. En fait. Le garde-manger. Le garde-manger, sous la maison. Donc on va avancer un peu plus dans la maison, on va continuer la visite. Nous en arrivons donc à la salle de bain, dans lequel, en fait, il y a ce que vous pouvez voir au fond, en blanc et en gris, c'est le niveau d'eau en fait, qui va s'accumuler. Et donc, avec un petit système de pompe, nous pourrons, mécanique bien sûr, avec ce mouvement-là, on peut récupérer l'eau, et l'eau va tout simplement monter et on pourra se doucher avec. Et de l'autre côté, vous pouvez voir donc, la toilette sèche que ma collègue a parlé juste avant, avec un petit hublot qui va rappeler la vie des marins sur les bateaux. Et donc, voici la partie un peu plus fun, dans le sens où on peut se reposer à ce niveau-là. Donc, sous l'escalier, il y aura qui est assez évidé, assez épuré, dans le sens où, en fait, vu que la maison est assez autonome, il ne faudra pas utiliser beaucoup d'électricité. Il faudra consommer l'électricité avec modération. C'est pourquoi nous avons décidé, dans cette partie-là, de créer tout un espace qui est aéré, tout en vitre, pour pouvoir laisser passer la lumière du jour dans notre intérieur. Et c'est pourquoi nous avons choisi de construire des escaliers vides pour laisser passer la lumière. Donc, en montant à l'étage, vous pouvez voir que nous avons décidé de mettre. Il faut quand même garder un certain confort. Donc, nous avons déterminé qu'il était peut-être intéressant de garder un point de lecture, un point de détente, avec toujours la préparation des filets. Donc, ici, vous pouvez lire des livres, vous reposer, dormir, faire ce que vous voulez. Donc, c'est au-dessus de l'entrée, en fait. L'image est un peu sombre, mais je peux vous assurer que c'est un lit. À côté de ce lit est accroché, donc toujours dans la même idée de récupération de filets de pêche, qui notamment pollue beaucoup les océans. Et on peut créer notamment en fait, c'est aussi sous la contrainte qu'on a décidé de faire ça, puisque vu que les murs sont penchés, on ne peut pas mettre tellement d'étagères, sous peu de se cogner la tête. Donc, avec un peu d'ingéniosité, on a imaginé donc, des systèmes d'accrochage dans lesquels on peut mettre des petites pochettes, dans lesquelles on peut mettre des livres, des gourdes, tout ce que vous voulez. Donc, ça prend pas de place puisque ça va rester collé, ça va suivre en fait la forme de la pente. Donc, tu peux avancer. Et donc, la dernière pièce de la maison, c'est constitué en une chambre d'amis ou bureau, dans lequel on peut travailler, on peut se détendre en regardant l'horizon et avoir toutes les photos que vous voulez et les livres. Voilà. Et donc aussi la vue d'ensemble. Donc on va sortir de la maison et on va se rapprocher petit à petit de l'entrée. Donc en fait, on a décidé de placer pour l'instant nos images de synthèse sur le lac du Bourget. Non, c'est dans le bassin du Bouvet. Et dans ce sens où tu peux avancer Oui, bon, du coup on va parler du village maintenant. Donc pour nous le village c'était important déjà qu'il soit en harmonie avec la nature et qu'il la protège, mais aussi qu'il recrée en fait du lien social à Saint-Malo par exemple ou dans une autre ville portuaire. Donc, on a étudié en fait les espèces clés de voûte
Donc une espèce clé de voûte, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce où il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'individus dans la population, mais qui ont un impact très important sur leur environnement. Par exemple, là, on a pris la loutre de mer. Donc la loutre de mer, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger les oursins. Et les oursins, eux, en fait, ils s'attaquent aux kelpes. Et les kelpes, ce sont des grandes algues qui vont servir d'habitation, en fait, pour plein d'autres organismes. Mais qui vont servir de protection, d'alimentation, de plein de choses différentes en fait. Et donc du coup, lorsqu'il n'y a pas de loutre de mer, les oursins ils prolifèrent et ils prennent en fait la place des kelpes et les kelpes ne peuvent du coup plus abriter les espèces, donc du coup ça fait un effondrement. Donc en fait, il y a peu de loutres, mais elles ont un impact très important sur leur milieu, et c'est un petit peu ce qu'on aimerait faire avec notre village. Il est petit, mais il a un impact important. Donc, pour expliquer un petit peu tout ça, d'abord le village, en fait, il est construit par les mériens qui vont l'habiter, mais aussi par des artisans, et c'est construit en chantier participatif. Pour nous, c'était important que ce soit la population elle-même qui construit leur village, pour que ça leur, d'une certaine manière, qu'ils se l'approprient mieux. Et en fait, le village, il va du coup créer de nouveaux lieux de travail, parce qu'il va y avoir des Fab Labs, par exemple, il va y avoir des cafés où on pourra faire du travail collaboratif, il y aura des bars, restaurants, ce genre de choses. Donc ça va créer de nouvelles activités portuaires. Et tout ça, en fait, ça va créer un vrai lieu de rencontre, en gros, entre les Malouins, les Mériens, mais aussi les marins qui sont sur le port. En fait, ça va recréer un lien et ça va rassembler les gens, en fait. Et dans ces lieux collaboratifs, quand on rassemble des gens qui viennent un peu de tous les milieux et de tous les horizons, eh bien, ça crée de nouvelles idées, peut-être de nouvelles inventions qui vont venir elles-mêmes alimenter le village et l'améliorer. Mais aussi, si on peut expérimenter et qu'il y a des choses qui fonctionnent, ça va nous créer aussi un lien avec le monde parce qu'on va pouvoir partager nos idées aussi. Et bien sûr, il y a toujours ce lien avec la nature où on va protéger la nature et la nature nous donne de l'énergie pour pouvoir continuer de fonctionner. Merci Célan. Donc on va continuer donc, la visite du village flottant. Cette fois-ci, on va sortir de la maison flottante et continuer sur le village flottant. Donc ici, on se trouve sur la partie village privative, donc, qui appartiennent aux Mériens. Donc ces Mériens vont pouvoir vivre en petite communauté, en symbiose avec la nature. Donc au milieu du village, on va retrouver une plateforme végétalisée dans laquelle on pourra planter nos fruits. Chacun aura une petite parcelle dans laquelle ils pourront planter des fruits, des arbres, des légumes. Et on aimerait développer aussi de la permaculture justement pour pouvoir produire de la nourriture mais durablement. C'est ça, et être autosuffisant en fait à terme. Et donc tu peux avancer l'image. Et donc on se rapproche de cette plateforme végétalisée dans laquelle on peut donc, faire respirer et aussi l'intérêt aussi de faire pousser la nature, c'est qu'on attire aussi la nature elle-même, donc les niches à oiseaux, les insectes, la pollinisation, tout ça, ça va contribuer en fait à développer cette biodiversité autour du village. Donc on va continuer. Donc en fait, à l'arrière-plan, c'est quand on va prendre En fait, on peut arriver dans le village à travers différentes manières, soit par voie terrestre, soit par voie maritime. Donc voici une vue qu'on aurait si on prend le bateau et qu'on arrive dans le port. Donc bien sûr, on a gardé des règles de marin avec la présence d'un phare. Donc ce phare-là, on va vous expliquer après, mais c'est aussi un DWC. Et donc avec un toit rouge donc, pour indiquer aux marins, je ne sais pas s'il y a des marins dans la pièce, mais vous savez qu'il y a pour entrer dans un port, il faut une balise rouge à gauche et une balise verte à droite. Donc la balise verte, il faut vous l'indiquer avec la souris, on la voit très bien. Et donc en rentrant dans le village, donc, sur votre droite, c'est là où il y a le village flottant privatif, et sur votre gauche, c'est là où il y a
tout le reste, donc tout ce qu'on a évoqué à l'instant, donc le Fab Lab, l'école, la place du village, le bar, le restaurant, et donc le WC. Voici une image qui est assez floue, mais pour vous assurer que c'est une fontaine. Donc cette fontaine, en fait, on a étudié en fait qu'est-ce qui était un village, enfin une place du village, et dans la place du village, la première chose qui nous est venue à l'esprit en fait avec les collègues, c'est en fait il faut un point d'eau. Et le point d'eau, donc elle est souvent représentée par une fontaine dans tous les places de village, dans tous les hôtels de ville, dans toutes les villes que vous pouvez voir. Et ces points d'eau, on s'est dit pourquoi pas faire rayonner en fait des artistes. Donc on appellerait en fait des artistes qui viendraient réaliser donc, des œuvres architecturaux et artistiques plastiques. Donc pour pouvoir faire des expositions peut-être sur la place du village, dans lesquelles on peut tout comme devant Intramuros en fait, donc faire des expositions ponctuelles, donc faire tourner donc, tous ces artistes et les valoriser. Donc voici le bar, restaurant au fond du village, bien sûr protégé par cette immense structure qu'on souhaiterait réaliser en bambou. Et donc tout ceci est calculé donc, par ordinateur. Et voilà, avec des places et en fait tous les sièges que vous pouvez voir, par exemple, notamment, c'est des tonneaux qu'on a coupés en deux et qu'on pourra réutiliser. Et la clé du spectacle, c'est qu'au-dessus des WC, personne ne s'en douterait, mais on peut avoir une vision sur Intramuros. Merci beaucoup. Donc, un petit mot de conclusion rapide pour surtout féliciter Ceylan et Renji qui ont fait un stage de 1 mois et demi pour Ceylan et 2 mois pour Renji sur ce projet, et ils ont été très très efficaces et vous avez vu ce qu'ils ont réussi à faire en peu de temps, donc vraiment une grande félicitation à eux deux. Et ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur, ce qui était très agréable. Aussi un remerciement à l'Institut du Design qui nous permet d'être là ce matin, et aussi parce qu'ils ont été soutiens sur ce projet depuis son origine, il y a plusieurs années, et c'est toujours un soutien qui est très très apprécié et très agréable. Dans l'Institut du Design, bien sûr, Julien, Thiago, mais aussi Virginie Blanville qui a été aussi déterminante dans tout ce qui est conception globale du projet, et les fameux 10 principes du projet viennent d'un travail commun avec elle. Aussi remercier l'école de Ceylan et Renji, donc qui est située à Lyon, c'est Diderot La Martinière, école de design. Donc aussi merci à eux. Aussi remercier la Cécile Bretagne qui a accompagné le projet l'an dernier notamment, donc Laure Briantet qui est dans la salle. Merci beaucoup d'être venu, et puis merci aussi de m'avoir présenté Ceylan qui a apporté Renji, donc merci beaucoup Laure. Donc moi en fait le projet a été accompagné dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle User Factor, qui en fait a un programme qui permet surtout de concevoir des projets mais centrés sur les utilisateurs, donc pour faire en sorte que le projet soit conçu vraiment sur base des besoins des utilisateurs, et je pense qu'on vous a tout expliqué, la démarche est vraiment dans ce sens-là. Et puis aussi remercier le collectif Les Vagues, qui aussi finalement a énormément inspiré ce projet de par les rencontres de ce collectif, et je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous signalez qu'on a reçu récemment un financement de la Fondation de France pour le collectif Les Vagues, dans lequel ce projet des villages flottants fait partie. C'est un programme qui s'appelle Faire Équipage, et qui est un programme de recherche-action participative, donc qui inclut en fait tous les habitants du littoral, de Saint-Malo, de l'estuaire de la Rance, de la Côte d'Émeraude, pour essayer de voir comment on peut faire équipage face aux évolutions, aux changements climatiques sur ce littoral. Donc c'est un programme qui va être lancé très prochainement, on en reparlera certainement, et pour vous signaler qu'il y a en fait 3 acteurs dans ce programme de recherche à la base, mais tout le monde est le bienvenu. Donc les villages flottants, où
ce programme de recherche se déclinera sous forme de chantier participatif. C'est le volet action de cette recherche action participative, où on va fabriquer des plateformes flottantes, des villages flottants, et on va apprendre tous ensemble à s'adapter à la montée des eaux, au changement climatique. Aussi l'école de l'exploration qui est portée par Marie Dozenberg, qui va être pour tout le volet justement médiatisation, intelligence collective, qui va participer dans ce projet, et également la station marine de Dinard du Muséum d'histoire naturelle sur la partie recherche pure, qui va nous aider justement à traduire tout ça en termes de recherche. Donc voilà, les villages flottants continuent. Il y aura certainement cet hiver des chantiers participatifs où on vous en dira plus un peu plus tard quand tout sera bien calé. Mais tout le monde pourra y participer par rapport à ses compétences, à ses envies d'apprendre, pour justement commencer à prototyper ce village flottant, réalisé par ses habitants et par les habitants du port ou du littoral sur lequel ils arrivent. Voilà, donc on est disponible pour vos questions, j'imagine qu'il y en a. Donc n'hésitez pas, soyez pas timides, on est là tous les trois pour répondre à vos questions. Merci, bravo pour le travail. J'avais pas vu. Je suis Julien à l'Institut de Design, je les ai vus travailler dans un coin. Je suis ravi du résultat final, je vous félicite. Je vais revenir sur ta structure, enfin votre structure alvéolaire avec des matériaux qui n'existent pas. Pas encore. En fait, est-ce que vous avez exploré peut-être l'hypothèse en fait, dans l'océan, il y a une ressource quasi illimitée qui s'appelle le plastique, qu'on peut peut-être justement récupérer pour réagglomérer et reconstruire. Parce que je pense que le plastique est assez convenable pour faire la structure. Il faut voir la porosité après du produit. Après, il faut voir aussi comment il dure. Après, il faut voir aussi comment il dure dans le temps, parce que le problème du plastique, c'est qu'il se désagrège en microplastique, et en fait, il continue de polluer l'océan si on le laisse dedans, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas trop voulu me diriger dans le plastique. C'est cette raison-là. Voilà. Très bien. C'est tout. Bravo. Je voulais juste rajouter pour la Fondation de France qu'au Muséum, c'est Emmanuel Sultan qui a beaucoup aidé sur le projet aussi. Juste pour les algues, vous avez comme matériaux ressources pour la structure, qui a aujourd'hui des projets enfin, en Asie, il y a énormément de fermes d'algues qui sont en train d'être mises en place, mais il y a des projets d'utilisation de la ressource de l'algue pour des plastiques ou pour d'autres modalités. Est-ce que c'est une piste que vous avez déjà regardée ou pas encore ? Un petit peu. Enfin, en fait, j'ai cherché pas mal de matériaux différents, mais le problème aussi, c'est le côté où il faut que la plateforme, puisqu'on va vivre dedans, qu'elle puisse durer pendant plusieurs années aussi. Et des fois, les plastiques qui sont faits en matériaux naturels, ils finissent par se casser. Voilà. Après, est-ce que c'est facilement réparable ? Si c'est facilement réparable, ça serait intéressant. Justement, mais il faudrait faire des tests et des expérimentations pour mieux se rendre compte. C'est pour ça que je dis on est encore à l'étape de recherche un peu expérimentale, on ne sait pas encore si... Il faut faire des tests. Donc il y a un sujet sur la maintenabilité en fait. Oui, c'est ça, sur la durabilité en fait. Parce que par exemple, il y a des... alors je crois que c'est au Canada, ils font des plateformes tout en bois, mais par exemple ça ne dure que 10 ans. Donc après 10 ans, ta maison est cool. Donc bon voilà, il faut rechanger toute la maison, il faut tout la reconstruire, et du coup au final c'est pas si durable que ça, parce qu'on est obligé de reprendre les matériaux pour la refaire. Donc c'est un sujet aussi effectivement important. Peut-être pour préciser, puisqu'on a deux questions sur les matériaux. Dans l'immédiat, le prototypage il se fait en matériaux de récupération et de recyclage, puisque les matériaux sont là, on n'a pas à les réextraire à nouveau, donc utilisons ce qu'on a, au fond les marins, on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Donc vraiment, on va prototyper avec les matériaux qu'on a. Donc c'est vrai que tout ce qui est filière de recyclage, recyclerie, ressourcerie, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup dès aujourd'hui pour trouver les matériaux, soit de démolition de maisons, soit aussi des bateaux à réaménager, des épaves, des choses comme ça dans les chantiers navals. Aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus sur lesquels on va fonder les premiers prototypes. Parce qu'effectivement, technologiquement, pour l'instant,
on veut vraiment utiliser des matériaux les plus naturels possibles, qui ont le moins d'impact carbone en fait dans leur cycle de vie. Donc il y a toute cette recherche-là, c'est vrai que là on n'en a pas trop parlé sur les matériaux, mais il y a une énorme réflexion de fait sur quels sont les matériaux qui ont le moins d'impact possible, les plus locaux également, parce qu'effectivement on a parlé d'une structure du village en bambou, mais bien sûr on va essayer de trouver des bambouseraies françaises ou italiennes ou proches pour justement pas faire le tour de la planète, ce qui serait complètement contre-productif par rapport à notre projet. Donc voilà, sur les matériaux, il y a encore énormément de recherches à faire. Donc si vous avez des connaissances, des compétences, on est vraiment très ouvert pour en discuter. Mais c'est vrai que pour le prototypage, on va faire avec ce qu'on a sous la main, sur notre littoral. Et puis justement, un village qui va être construit à Saint-Malo sera peut-être pas le même village construit en Méditerranée, par exemple, parce que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes matériaux. Donc voilà, c'est toute cette démarche, elle se fait aussi en local. Et puis pour revenir peut-être sur les matériaux encore, ce qui nous intéressait aussi, c'était dans l'idée d'avoir un impact positif sur notre environnement, donc plutôt de nourrir l'environnement plutôt que d'avoir un mauvais impact. Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter tout ce qui est plastique ou des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas encore de matériaux parfaits. Ou en tout cas, on ne l'a pas encore trouvé pour ce projet-là. Moi, par exemple, je m'étais intéressée aux recherches de Neri Oxman sur les matériaux. C'est une chercheuse au MIT. Et elle a inventé un matériau qu'elle appelait le chitosane, où en gros, elle a repris des crustacés et elle a mélangé avec de la cellulose, de l'eau. Et du coup, elle a réussi en fait à créer un matériau qui est extrêmement résistant. Elle peut faire de l'architecture avec, mais elle peut aussi faire des sachets en plastique. Il y a vraiment, selon on va dire, la composition qu'elle met dedans, elle peut faire une très grande variété de matériaux avec. Et c'est imprimable en 3D. Le seul problème, c'est que ça se désagrège dans l'eau. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je disais, en fait, on a trouvé plein de matériaux super intéressants. Mais il y a toujours un hic. Et donc du coup, voilà, on est encore en recherche. Donc si vous avez des idées pour des matériaux ou vous connaissez des choses qui sont intéressantes pour nous, il n'y a pas de souci, on est ouvert d'esprit et on écoutera ce que vous avez à nous dire. Oui, Stéphane de Marquette des Lagues. Pour revenir à l'intention d'origine, est-ce que l'idée c'est de réaliser une utopie pour qu'elle ait un impact sociétal, ou est-ce que l'idée c'est de développer un nouveau mode d'habitat, ce qui peut supposer à un moment donné de passer à des échelles industrielles? Je dirais un peu les deux Stéphane. Vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé la présentation comme ça. Vraiment, repartons de où sont nos pieds. Ça, c'est Emmanuel Sultan pour reprendre. On commence par observer là où sont nos pieds. Voilà, on est sur une planète qui est une planète océane. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est de voir, ok, alors, si on vit sur un océan, comment on peut vivre sur un océan? Donc vraiment, c'est la question, cette question, c'est la question en fait. Donc toutes les solutions, les idées, etc. sont les bienvenues. Et aussi, on vit dans un port à Saint-Malo, donc il ne faut pas oublier ça. Et il y a une dimension urbanistique dans ce projet, notamment pour Saint-Malo, mais pour d'autres ports dans lesquels les villages flottants vont s'implanter. C'est que la raison d'être de cette ville, c'est son port. Et ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de port, il n'y aurait pas une anse naturelle à Saint-Malo pour abriter des marins et des bateaux, il n'y aurait pas de ville. Donc à un moment donné, si on ne se repose pas des questions de ok, la raison d'être de cette ville, c'est l'océan, c'est la mer, c'est les marins, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la mer, l'océan et les marins pour qu'on projette cette ville dans l'avenir aussi? Donc il y a à la fois une prise de conscience globale et à la fois aussi de revenir à des choses plus terre-à-terre du quotidien. Je prends l'exemple de Saint-Malo, mais dans d'autres ports c'est la même chose, de dire ok, alors la place des marins d'un port dans une ville, qu'est-ce que ça peut être pour son développement? Il y avait une autre question là-bas. Oui, c'était moi. Oui. Elle est devenue un peu obsolète, la question. C'était juste une... Bon, toi, t'es marin, Nicolas, moi, je suis un peu marinette aussi. Et est-ce que vous avez imaginé à quel point tout est corrodé quand on vit sur l'eau salée? C'est-à-dire que c'est délirant. C'est-à-dire que tous les ans, vous remettez 10% en bateau de matériaux, tout se corrode, tout s'abîme, il faut tout changer tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et je sais que les gens qui habitent sur le Sillon, pour prendre cet exemple à Saint-Malo, c'est pareil, c'est-à-dire que rien ne résiste. Et est-ce que vous avez pris en compte cette problématique qui est quand même... le sel attaque tout. Il faut le savoir, quoi. Donc, quel est le matériau effectivement idéal? Je ne sais pas, je n'ai pas du tout les compétences pour répondre. Et j'aurais une autre question également, Nicolas, parce que le projet, en fait, même si c'est un peu utopique, il est prévu pour être, par exemple, aménagé où à Saint-Malo? Au milieu d'un bassin, du port, ou au contraire à l'extérieur, côté plutôt mer, nature? C'est vraiment une question qui m'interpelle et qui m'intéresse. Alors, merci Karine. Donc oui, toi aussi tu navigues beaucoup. Oui, le sel est très corrosif. Oui, la mer est un milieu entre guillemets hostile. C'est bien pour ça que les villages flottants, on ne peut pas les faire au milieu de l'océan. Ça, c'est évident. Il y a plein de projets qui, pour le coup, sont utopiques, clairement, d'aller créer une nouvelle ville ou un nouvel État au milieu du Pacifique. Moi, je dis, allez-y les gars, bon courage. Mais franchement, j'y crois pas une seule seconde. Donc ça, d'aller créer une ville en plein milieu de l'océan, la première tempête venue, il ne reste plus rien. Donc les villages flottants ne peuvent s'installer que dans des endroits abrités. Donc un endroit abrité, c'est un port ou c'est une anse naturelle. Voilà. L'avantage d'un port, c'est qu'il est déjà, il est entre guillemets déjà artificialisé. Donc voilà. Et puis il y a déjà des réseaux, il y a déjà une vie. Voilà. Donc l'avantage d'un port, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur beaucoup de sujets. Et ça permet, ces projets-là, à l'image d'une espèce clé de voûte, on a pris l'exemple des loutres de mer, peuvent revitaliser un port, quel qu'il soit. Donc ce côté-là, endroit abrité, endroit à réinventer, revitaliser, redonner de la vie sur l'eau dans ces espaces-là, pour que des bassins, par exemple, ne soient pas des frontières, mais soient au contraire des liens. Ça, c'est des discussions qu'on a eues notamment avec le port du Havre. Ils ont plein de bassins en centre-ville comme à Saint-Malo, et ils disent, bah ouais, mais les bassins, ils sont vides. Et c'est des frontières pour la voiture, pour les piétons, etc. Bon, bah, si on met un village flottant, c'est plus une frontière, c'est un lien, c'est un pont, c'est un endroit de vie, c'est un endroit de destination. Et donc, pour répondre à tes questions, l'idée, c'est de commencer dans les bassins de Saint-Malo. Géographiquement, le port est en plein milieu de la ville à Saint-Malo. C'est assez atypique, hein. Il y a très peu de villes dans le monde qui sont faites comme ça. Et donc, c'est le centre de la ville, le port. Donc, si on veut que les Malouins de tous les quartiers se réunissent à un endroit, eh ben, pourquoi pas sur un village flottant dans les bassins. Alors après, tous les bassins ne sont pas disponibles. L'objectif n'est pas d'aller empiéter sur les zones des autres, c'est se faire en cohabitation avec les trafics existants, voilà. Nous, on l'a imaginé dans le bassin Bouvet, donc le bassin des pêcheurs, entre guillemets, au niveau des phares et balises, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce bâtiment, pas loin du rond-point du Nez. Il s'appelle le quai du Pourquoi pas, le bien nommé. Donc, pourquoi pas un village flottant sur le quai du Pourquoi pas. C'est là où il y avait les salins du Midi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Saint-Malo. Voilà. Donc, pourquoi cet endroit? Parce qu'il est à mi-chemin entre Intramuros et Saint-Servant. Il est très abrité dans l'espace portuaire. Il est à la fois central et abrité. C'est un lieu où il y a très peu de choses qui s'y passent. On ne gêne aucun trafic en étant là. Donc c'est un lieu savamment étudié. Après, il y a plein d'autres endroits possibles. On en a bien sûr discuté depuis un moment avec EDIS et la région pour savoir quels seraient les endroits qu'eux envisageraient. C'est eux qui décident des emplacements dans le port. Ils nous ont proposé d'autres endroits, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc je ne dis pas plus. Nous, on pense que cet endroit, sur le quai du Pourquoi pas, c'est le meilleur endroit pour plein de raisons urbanistiques dans Saint-Malo, pour faire le lien entre Saint-Malo et Saint-Servant, pour faire un point central. Voilà, donc il y a plein de raisons diverses et variées qui nous disent que ça, c'est le bon spot et recréer de la vie un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Si, c'est parfait. Je trouve que pour le coup, là, je trouve que c'est peut-être pas assez clairement mis en avant dans le film, là, cette partie-là. Moi, j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et je trouve que le projet prend beaucoup plus de cohérence compte tenu de ce que tu viens de me dire, en fait. Voilà. En fait, c'est un projet d'urbanisation. Oui, en fait, là, ce qui manque, c'est peut-être une vue aérienne, en fait, de l'endroit où on voulait implanter le village. Je ne sais pas si tu l'as, c'est là.
Non, mais en fait, sur les photos d'avant, on voulait montrer justement que c'était dans le bassin. Alors, je sais pas si on a Ouais, mais un. on voit pas bien. On le devine pas assez, peut-être. Bon, c'est dommage. Mais voilà, en fait, c'est vraiment juste pour. C'est pour ça que là, en fait, là, dans l'idée, il y a une ville, en fait, sur la partie grise. Voilà, pour finir là-dessus, c'est vraiment l'idée de. On recrée de la vie sur l'eau, en fait, dans un port ou dans une anse naturelle. Alors, dans une anse naturelle, hein, prenons par exemple la Rance. La Rance, il y a déjà beaucoup de bateaux. Voilà, donc, en Rance, il n'y a pas 15 000 endroits, il y en a peut-être un ou deux, c'est tout. Et l'idée vraiment aussi de ce projet, hein, pour être très clair, hein, c'est pas de coloniser la mer, hein, c'est de trouver un mode de vie, et c'est une sorte de laboratoire, de dire ok, alors comment on pourrait vivre en lien avec cet océan, avec cette planète bleue. On va essayer, on va tester des trucs et des machins, c'est des laboratoires à petite échelle. On a dit une espèce qui est doute, c'est petit, mais c'est un impact après énorme. Où l'idée n'est pas de faire 100 000 habitants sur un village flottant, c'est débile en fait, c'est pas l'idée, c'est d'avoir quelques habitants qui expérimentent la vie et après surtout diffuser le savoir. Et pareil, dans l'idéal, je ne sais pas si ça sera réaliste, mais en tout cas, d'avoir un village flottant par zone climatique. Sur cette planète, il y a 8 grandes zones climatiques, climat tropical, climat océanique, climat aride, etc., climat polaire. Il y a 8 grandes familles de climats. Nous, on est dans un climat océanique. Donc, on commence dans un climat océanique et on aimerait assez rapidement avoir un village climat méditerranéen, climat tropical, etc. Pour avoir au moins 8 exemples, 8 laboratoires de quels matériaux on trouve dans ces climats-là, quelles sont les contraintes environnementales. Donc c'est ça l'idée, c'est que c'est un projet qui démarre à Saint-Malo, mais qui a une vision en fait vraiment planétaire du sujet, pour aller assez vite à l'international. Ok, merci. On peut aussi, si vous restez dans la salle, et à la fin, faire un échange avec les personnes qui présentent le projet. Philippe, c'est ça ? Oui, donc c'est vraiment un sujet très intéressant, à plein de titres. Ça veut dire que cet habitat flottant est à faible dimension. Ça veut dire qu'on ne s'encombre pas d'objets dedans. C'est que les jeunes aujourd'hui, enfin énormément de jeunes, ne s'encombrent plus d'objets. Donc ça veut dire que vous êtes déjà bien dans le coup. Au niveau du changement climatique et du réchauffement climatique, on a une forte crainte de hausse du niveau des eaux. Donc non seulement ce projet se construit dans les ports, mais peut-être à terme il pourra se construire dans des zones qui sont devenues submersibles et donc répondre à un besoin important des populations pour continuer à vivre localement. Donc c'est vraiment une belle histoire. C'est un projet aussi qui pourrait se décliner, je pense que tu as déjà pris contact avec Cœur Émeraude là-dessus, Nicolas. Donc se décliner dans le cadre du parc naturel régional, du futur parc naturel régional, parce qu'un parc naturel régional, c'est un lieu d'innovation, et ça rentre à plein dans ce domaine. Donc bravo, beau sujet, et puis continuez comme ça. Merci.